Bonjour à toutes et à tous, nous continuons le système nerveux avec un cours dédié aux neurones qui sont évidemment les cellules emblématiques du système nerveux. Nous allons voir comment elles fonctionnent et comment elles sont connectées les unes aux autres et on va voir notamment les substances chimiques qu'elles libèrent. Alors les neurones, donc ces cellules nerveuses, sont un nombre très élevé. Dans notre système nerveux, on estime qu'il y a environ 100 milliards de neurones et on sait qu'en moyenne, chaque neurone peut se connecter à 100 autres neurones, ce qui fait un nombre de connexions absolument invraisemblablement grand, ce qui donne une complexité assez impressionnante à notre système nerveux. Donc, lorsqu'on regarde comment sont connectés les neurones, on voit que ça forme une sorte de toile d'araignée avec des neurones qui se connectent les uns aux autres dans un immense réseau très complexe. Alors, à quoi ressemble un neurone? Un neurone, eh bien, c'est constitué d'abord, c'est une cellule, donc c'est constitué de ce qu'on va appeler le corps cellulaire, c'est-à-dire tout ce que l'on connaît de la cellule avec la membrane, les différents organites, et ici on reconnaît le noyau. Mais on voit bien que le neurone a une forme très particulière. On voit que sa membrane est déformée. Donc ici, elle forme de longs filaments. Alors ces longs filaments qui sont proches du corps cellulaire, on les appelle les dendrites. Il y en a plusieurs et c'est par là que l'information va arriver. Que ce soit de l'information qu'on détecte de l'extérieur ou que ce soit de l'information transmise par d'autres neurones. Donc vous pouvez voir ça comme les capteurs, si vous voulez, du neurone. Il y en a plusieurs. Ce sont les dendrites. Alors, après le corps cellulaire, on voit qu'il y a un énorme étirement de la membrane pour former un long fil qui s'appelle l'axone. Alors, l'axone, il est en réalité le moyen pour le neurone de communiquer aux autres neurones. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'information arrive aux dendrites, elle passe par le corps cellulaire et elle va être transmise le long de l'axone, jusqu'à la fin des axones, de l'axone, qu'on appelle les terminaisons axonales. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et on remarque que l'axone, lui, est entouré d'une gaine protectrice, une gaine de myéline, de la même manière que l'on met du caoutchouc autour du cuivre dans les fils électriques, eh bien il y a de la myéline autour des axones, car ce sont effectivement des courants électriques qui circulent dans les neurones. Et pour maintenir le message électrochimique, ou électrique si vous voulez, dans l'axone, la gaine va protéger et va renforcer le signal électrique tout au long du parcours pour ne pas qu'il se perde en chemin, ou qu'il perde de son information en chemin. Donc c'est une gaine protectrice qui permet de maintenir le courant électrique le long de l'axone. Alors, vous voyez ici le sens de circulation d'un petit courant électrique dans un neurone. On part des dendrites, on passe dans le corps cellulaire, on arrive dans l'axone et on arrive aux terminaisons axonales. Alors, une maladie est liée à la myéline, c'est la sclérose en plaques, donc qui entraîne une disparition de la myéline peu à peu autour des neurones, et de l'axone notamment, ce qui entraîne un dysfonctionnement de certains neurones avec une perte de certains courants électriques, donc une perte de certaines capacités, notamment au niveau du contrôle musculaire. Alors, les neurones ne sont pas les seules cellules qu'on retrouve dans le système nerveux, il y en a d'autres, notamment des cellules qu'on appelle les cellules gliales. Alors, les cellules gliales, vous voyez ça comme les compagnons des neurones si vous voulez. Il en existe différentes sortes, vous n'avez pas à retenir leur nom, mais je vais vous les nommer. Donc il y a les oligodendrocytes qui, comme vous le voyez à l'écran, fabriquent la myéline. Il y a des cellules de Schwann qui vont renforcer le courant électrique sur les petits morceaux de myéline. Il y a les astrocytes qui vont nourrir les neurones, tout simplement. Et les microglies qui sont des petites cellules qui vont protéger les neurones. Donc vous voyez toutes ces petites cellules qui sont là pour accompagner les neurones et les aider à fonctionner. On les appelle les cellules gliales. Alors, comment s'appelle le courant électrique qui circule à l'intérieur d'un neurone? Eh bien, il a un nom, on l'appelle l'influx nerveux. Donc, vous voyez à l'écran comment cela fonctionne. En temps normal, il y a déjà un débalancement de charge électrique entre l'extérieur et l'intérieur d'un neurone. Donc, vous voyez ici l'axone. Eh bien, l'influx nerveux est une inversion de ce débalancement électrique. Donc, la zone externe qui était positive devient négative et vice-versa. Donc, c'est cette inversion de polarité, c'est comme ça qu'on va dire, qui va être transmise le long de l'axone et qui correspond à un courant électrique. Vous verrez ça en secondaire 4, un courant électrique,
c'est le déplacement d'une charge électrique. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, un neurone tout seul ne fait pas grand-chose et la plupart du temps, il est connecté à d'autres neurones. Alors, la connexion entre les neurones est très importante et elle est très étudiée, car il y a un moyen pour le neurone de communiquer avec d'autres neurones, et c'est en libérant des substances chimiques. Alors on comprend bien qu'on a un courant électrique qui arrive, donc vous voyez ici deux neurones, un qui est en rouge, un qui est en bleu. Là vous avez la fin du premier neurone, donc l'axone et les terminaisons axonales. Et vous avez ici le début du deuxième neurone en bleu avec le corps cellulaire ici et les dendrites. Et vous voyez que les terminaisons axonales se connectent à différents dendrites, donc ça va renforcer le signal puisque il y aura activation à plusieurs endroits pour un même signal. Alors comment ça fonctionne? Le courant électrique ne passe pas d'un neurone à un autre, car entre les deux, eh bien, le courant électrique ne passe pas. Donc ce sont des substances chimiques qui sont libérées. Alors la zone dans laquelle sont libérées les substances chimiques, elle a un nom. Donc là, vous voyez ici la fin de la terminaison axonale en rouge. Vous avez le début du dendrite ici en bleu. Donc la zone s'appelle la synapse. Donc, je répète, c'est la zone. Hein. Et entre les deux, eh bien, pour que le neurone rouge puisse communiquer avec le neurone bleu, eh bien, le neurone rouge va libérer une substance chimique qui s'appelle un neurotransmetteur. Une substance chimique qui transmet l'information entre les neurones. Donc, si le neurone rouge est activé ici, le courant électrique arrive, et vous allez voir ce qui se passe ici. Hop, substance chimique libérée. Et ici, il y a des capteurs sur les dendrites qui vont être sensibles à la présence des neurotransmetteurs qui ont été libérés. Et quand les capteurs vont recevoir le neurotransmetteur, eh bien, ça va activer le deuxième neurone. Donc, en résumé, et c'est le cœur du cours d'aujourd'hui, nous avons des neurones qui sont capables de communiquer entre eux. Le courant électrique arrive à l'intérieur du premier neurone. Ça va déclencher la libération de substances chimiques dans une zone qu'on appelle la synapse. Ces substances chimiques sont des neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs libérés vont aller activer des capteurs qui sont sur les dendrites du deuxième neurone. Alors je vous remontre ça. D'abord à gauche, vous voyez l'activation du deuxième neurone. Et en détail, qu'est-ce qui s'est passé? La libération des neurotransmetteurs. Alors ces neurotransmetteurs, eh bien il en existe plein. Nous allons en croiser quelques-uns cette année, mais il y en a plein d'autres. Alors ce sont des substances chimiques, comme vous l'avez compris, qui sont libérées entre les neurones et qui permettent donc de déclencher des activations de neurones, ou même qui peuvent bloquer l'activation de neurones. Donc, les principaux qu'on va croiser cette année, le GABA, le glutamate, l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline, ce sont des exemples, et vous voyez à l'écran donc les dessins des zones où on les rencontre le plus souvent. Donc, ce que vous devez comprendre, par exemple ici en rouge, c'est que c'est dans cette zone de l'encéphale que la dopamine, qui est une sorte de neurotransmetteur, va être libérée en grande quantité. On retrouvera plutôt la sérotonine dans cette zone-là du tronc cérébral et ainsi de suite. Alors, que font en particulier ces différents neurotransmetteurs? Donc, le glutamate, de manière générale, on le retrouve dans à peu près toutes les synapses du corps. Eh bien, c'est un activateur universel. Donc, c'est un neurotransmetteur capable d'activer la plupart des autres neurones. On va le retrouver notamment entre les neurones moteurs. Donc, ce sont les neurones qui vont permettre la contraction musculaire qu'on a déjà vue. Et ce sont des neurones aussi, donc ceux qui libèrent le glutamate, qui sont notamment responsables des phénomènes de mémorisation. On a l'exact opposé du glutamate, c'est le GABA. Donc le GABA est un neurotransmetteur qui est libéré dans les synapses pour bloquer l'activation des autres neurones. Donc c'est un neurone qu'on appelle inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va empêcher les courants électriques de se propager. Donc c'est un neurotransmetteur, si vous voulez, relaxant, qui va permettre la mise au repos du système nerveux. À noter au passage que un problème de GABA dans le corps va déclencher une difficulté à entrer en repos et donc le système nerveux va être suractivé et c'est ça qu'on appelle une crise d'épilepsie, quand le système nerveux se met à être activé un petit peu trop car il n'y a pas de GABA pour le compenser ou le contrôler. Un autre neurotransmetteur assez important, l'acétylcholine, donc on retrouve beaucoup dans le système nerveux et dans certaines zones particulières du cerveau, alors impliqué notamment dans les processus de mémorisation et dans l'initiation des mouvements. Donc quand on parle d'initiation des mouvements, c'est lorsqu'on pense à faire un mouvement. On a la maladie d'Alzheimer qui est notamment liée à l'acétylcholine.
donc un problème dans les capteurs de l'acétylcholine qui vont affecter notamment les processus de mémorisation. On a la sérotonine qui est un neurotransmetteur très impliqué dans la sensation de bien-être et notamment du sommeil. Alors, un problème de sérotonine dans le système nerveux va déclencher plusieurs problèmes. Donc, un problème de sérénité, comme on n'a pas de sensation agréable, on va plutôt ressentir une sensation désagréable. Ça peut déclencher de l'agressivité, ça peut mener à des situations extrêmes. On a la dopamine, qui est un autre assez connu, qui est lui lié à la sensation de déclenchement de récompense. Donc on l'associe au plaisir, et c'est cette dopamine qui est libérée en grande quantité lorsqu'on utilise notamment des drogues. Donc on a le circuit de récompense qui est activé, et on est content, on est heureux, on se sent bien. Il est également lié à la motivation qu'on peut retrouver dans certains événements de notre vie. La maladie de Parkinson est un exemple de problème de dopamine notamment. On a également la noradrénaline qui, elle, est très impliquée dans les fonctions d'apprentissage et dans les émotions. Alors, elle est reliée à la création de l'adrénaline que vous connaissez, qui est, elle, une hormone et non pas un neurotransmetteur lié au stress. Alors, on va faire une petite parenthèse dans le cours sur les drogues, donc les différentes drogues qu'on peut croiser. Et par définition, une drogue, c'est une substance chimique qui agit sur le système nerveux. Et donc, la plupart du temps, l'action sur le système nerveux se fait dans les synapses, au niveau donc des neurotransmetteurs. Alors, ça va dépendre des drogues, je vais vous donner quelques exemples, mais les drogues, ce sont donc des substances chimiques qui vont soit bloquer des passages de courant électrique entre les neurones, ou qui vont activer, donc qui vont jouer le rôle de neurotransmetteurs. Alors la nicotine, par exemple, qu'on retrouve dans la cigarette, eh bien, elle va activer certains capteurs dans des dendrites, ce qui va déclencher une certaine sensation à la personne qui la consomme. La plupart des drogues qu'on va consommer pour être gelées, pour avoir un effet assez fort sur le système nerveux, sont des drogues qui agissent sur la dopamine. Donc le THC, par exemple, qu'on retrouve dans le cannabis, va avoir un déclenchement de dopamine, donc de sensation de plaisir, de récompense. On peut avoir ensuite le LSD, par exemple, qui lui va déclencher notamment la dopamine et la sérotonine, donc avec l'action de sa substance active. Et on peut également avoir pour la cocaïne d'autres capteurs qui vont être déclenchés, mais vous voyez que l'effet sur la dopamine est toujours présent, donc la sensation de plaisir et de bonheur. L'alcool, lui, est un inhibiteur, donc la molécule d'alcool va bloquer l'action de certains neurotransmetteurs et ils vont disparaître et ça va entraîner des perturbations dans le système nerveux. La caféine, elle, est un activateur, donc c'est une substance chimique qui va inhiber des capteurs qui sont liés à la sensation de fatigue. Autrement dit, elle crée une sensation d'éveil puisqu'elle bloque la sensation liée au sommeil. Et d'autres exemples, par exemple le GHB qu'on peut malheureusement se faire mettre dans des boissons, qui va déclencher différentes réactions sur le système nerveux au niveau des dopamines et des GABA. Les champignons également, donc, qui ont une action sur la sérotonine avec la psilocybine et la psilocine qui sont deux substances chimiques qui agissent au niveau des neurotransmetteurs, l'héroïne et les opiacés qui sont de très très puissants libérateurs de dopamine et qui donc ont un effet très violent et très fort sur le corps. Voilà pour ce deuxième cours.